Vous avez dit deux choses que j'ai trouvées très intéressantes. Vous avez parlé de racisme et vous avez parlé de réconciliation. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'ouvrir vos portes aux personnes non autochtones? Ça, c'est vraiment pour arriver à créer une meilleure compréhension du fait que ces stéréotypes qu'on voit partout, que nous sommes des alcooliques, que nous sommes des gens sur le bien-être, que ce n'est pas vrai. Donc, en invitant ces jeunes, on voulait leur montrer que ce n'est pas le cas, ce n'est pas qui nous sommes. Il y en a qui disent, bien, si la vie est si difficile dans le Grand Nord, pourquoi ne pas déménager ailleurs? Eh bien, on pourrait le faire. On choisit de ne pas le faire. C'est vraiment là qu'on est chez nous. C'est là qu'on est né. C'est là que nos grands-parents sont ensevelis, sont enterrés. On a nos liens avec l'eau, la terre. Nous allons à la chasse et à la pêche pour subsister. On ne peut pas aller au magasin pour acheter à manger. Et c'est vraiment très beau là, chez nous, dans le Nord. Si on a soif, non, on n'a jamais soif parce que le lac est là, l'eau est propre et on a l'intention de s'assurer que ça sera le cas à l'avenir. Alors, pouvez-vous nous décrire comment c'est arrivé quand ces gens qui n'étaient pas des Autochtones ont débarqué de l'avion? Est-ce que vous saviez déjà qu'ils avaient des idées erronées sur ce qu'ils vivraient chez vous et ce qu'ils verraient? Quand on les a invités, on a simplement dit garder l'esprit ouvert. Chaque fois qu'ils sont venus, on était là en grand nombre à l'aéroport pour les accueillir. Et dès qu'ils ont débarqué de l'avion, ils savaient qu'ils étaient en sécurité, qu'ils sont bien accueillis, qu'ils sont les bienvenus, jusqu'à ce qu'ils retournent dans l'avion pour partir. Et la plupart d'entre eux ne voulaient pas partir quand le moment était arrivé. Ils pleuraient, oui. Ils pleuraient à la fin de la semaine, parce qu'ils voulaient rester plus longtemps. Et comment est-ce que vous vous sentiez quand vous les voyiez pleurer? Oui, ça m'a vraiment touchée. Et je garde ça dans mon cœur à jamais. Au début, tout le monde hésitait. Bon, pas tout le monde, enfin, certains. Et ils disaient, pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous êtes fous? Pourquoi est-ce que vous voulez inviter des Blancs ici? Et donc, les gens avaient peur. Ils avaient peur qu'on leur ferait du mal ou qu'on ferait du mal à leurs enfants. Ils ne voulaient pas qu'il y ait de problème parce qu'ils ont vécu de façon assez isolée. Et ils pensaient aussi qu'on n'allait pas réussir. Et ils nous disaient, bien, bon, vous cherchez à faire ça, qu'est-ce qui arrive si ça ne marche pas? Et qu'est-ce qui va arriver à notre collectivité? Et ça sera pas très beau si ça marche pas et il n'y a personne qui débarque de l'avion. Qu'est-ce que vous allez faire? Et donc, ça nous faisait peur. Je commençais à m'énerver. Je me disais, je sais pas, est-ce qu'on peut le faire? Mais non, on s'encourageait les uns les autres. On s'est dit, oui, on va réussir. On a travaillé très fort. On a fait de notre mieux. Et c'était vraiment merveilleux quand on avait 50 personnes qui voulaient venir chez nous. On ne s'attendait pas du tout à ça. Et simplement, par exemple, quand j'allais à l'école avant d'avoir mon bébé, les gens me critiquaient parce que je suis autochtone, etc. Et je détestais le fait que j'étais autochtone.
J'ai déménagé beaucoup dans ma jeunesse et c'est vraiment cet événement-là qui m'a aidé à voir combien j'aimais euh, mon pays, chez nous. Ça m'a ouvert les yeux. Maintenant, je suis très fière de cet endroit, de mon chez nous. J'ai pu vraiment voir ce qu'on a là-bas. Et maintenant, j'ai vraiment pas envie de sortir de Bay Trout. Je me sens vraiment bénie. Donc, vous avez soulevé quelque chose d'important. Vous avez parlé des stéréotypes dans les esprits des Blancs au sujet des Autochtones, mais vous avez dit aussi que beaucoup d'Autochtones vont adopter ces stéréotypes et commencent à y croire, et aussi que vos jeunes dans vos collectivités ont commencé à douter de la possibilité de réussir. Comment est-ce que vous avez trouvé la force pour surmonter ces stéréotypes et réaliser votre projet? Une fois qu'on a commencé à avoir confiance en nous-mêmes, en notre projet, on a décidé d'y croire, c'est parti. Une fois qu'on ne se souciait plus de ce que les autres disaient. C'est là qu'on a commencé et continué à y travailler. Après le premier événement, la première réunion, comment est-ce que vous vous sentiez? On était aux anges pendant des semaines et ensuite, on est redescendu sur Terre. Oui, c'était incroyable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous avez commencé à planifier le deuxième événement, et là, il y en a eu plus que deux, il y en a eu une troisième aussi, vous avez pu vraiment attirer des personnes assez bien connues chez vous. Peut-être que vous pouvez nous mentionner certains des noms des personnes qui sont venues. La comtesse de Wessex. Là, on était vraiment surprise. On était à Toronto. C'était à Toronto, n'est-ce pas? David Onley, qui voulait nous rencontrer et nous a dit ah oui, la comtesse de Wessex veut aller vous rendre visite. Alors on a dit ah bon? Bon, oui, elle peut venir chez nous. Et on a certains, ils nous ont demandé est-ce que le chef vous appuie là? Et puis on a dit oui, il nous appuie toujours, mais on ne l'avait pas encore consulté. Alors c'est vous qui dirigiez le tout. Et il y a une première ministre qui est venue, oui, c'était Kathleen Wynne. Oui, c'est impressionnant, félicitations. Et quand les gens dans la collectivité ont vu, premièrement, que c'était la deuxième fois que ça avait vraiment réussi, que ces Canadiens célèbres et même des étrangers célèbres arrivaient chez nous, qu'est-ce que ça a démontré aux jeunes, là? Eh bien, alors là, après la première fois, ils ont dit, vous avez réussi. Là, ils ont mieux compris ce qu'on cherchait à faire. Et là, ils nous demandaient, est-ce que vous allez le refaire? C'est là qu'ils voulaient embarquer dans le projet. Alors, on se disait, ouais, on ne sait pas, c'était une fois, on l'a fait une fois. Et c'est là que eux, ils recevaient des appels, des gens qui voulaient venir, et c'est là que nous, on a décidé de répéter l'expérience. Donc là, on a eu plus d'aide de la collectivité, c'était plus facile à faire. Et la troisième fois, c'est comme la collectivité entière a embarqué. Donc, vous avez remarqué une transformation. Au départ, personne ne vous croyait, mais à la fin, tout le monde y participait. Il y a même des membres de notre conseil qui ont participé. Le chef était toujours derrière nous, mais le conseil avait un peu plus de doute, mais après coup, tout le monde était fier de nous. C'était bien d'entendre ça. Et il y a un élément essentiel de ce que vous avez fait, c'est que vous avez recréé des liens avec vos traditions autochtones. Pouvez-vous nous parler de cela? Et avec ces événements que nous avons, nous nous assurons d'avoir toujours
un peu de tambour avec nous. On ne veut plus de préjugés maintenant. On accueille l'Église à bras ouverts aussi. Mais nos tambours sont là. Tout ce qu'on voulait, c'est l'harmonie. Parmi tout le monde. On ne va pas favoriser qui que ce soit plus qu'un autre. Alors, on n'aimait pas le tambour dans votre culture traditionnelle, mais disons que ça a changé. Oui. Alors, pourquoi le malaise avec les tambours? Quel a été le rôle d'Église à ce chapitre? C'est une question d'assimilation. Nos grands-parents se sont fait dire que c'était le mal, qu'on ne devrait pas s'en servir. Et ils l'ont cru. Et ils ont transmis cela à leurs enfants, à nos parents. Et voilà. C'est ce que vous entendiez en grandissant, là, que les tambours étaient mal. Oui, oui. Je suppose que c'était un autre héritage des pensionnats autochtones. Mais voilà, on s'en est éloigné maintenant. Et maintenant que vous utilisez le tambour, qu'est-ce que cela représente pour vous? Un battement de cœur. J'aimerais ajouter qu'au départ, quand les jeunes voulaient avoir les tambours, c'était un peu compliqué. Les aînés se fâchaient, mais on ne le fait plus parce que il y avait presque plus personne qui suivait la tradition. Et est-ce qu'on a pu utiliser les tambours la première fois? Pas au départ, mais vers la fin, hein, oui. Mais il a fallu... Moi, personnellement, je vais à l'église. J'ai été élevée comme cela et je le fais encore, mais si quelqu'un veut respecter sa tradition, moi, je suis autochtone, mais moi, c'est ce en quoi je crois et c'est ce que je dis à mes amis. Moi, je suis une personne bien traditionnelle, mais je ne dérange personne dans ce qu'ils veulent faire. Respecter ma décision et je respecterai la vôtre. Ils le savent. Et l'église où je vais, l'église a dit, si ça peut les aider, pourquoi pas? Alors, une fois qu'un groupe de l'Église a dit cela, les autres ne pouvaient pas riposter. Alors, quand on avait des cercles aussi, notre groupe paroissial avait une école aussi. Comment dire? Pour qu'ils puissent ne pas porter de jugement sur les croyances des autres. C'est à ce moment-là qu'on nous a permis d'avoir les tambours. Et maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent retourner à leur tradition et on les encourage si ça peut les aider. C'est fascinant de vous entendre dire que vous n'aviez pas le droit de jouer du tambour dans la communauté au 20e, 21e siècle. C'est quand même incroyable.
C'est pour dire que l'héritage est resté de ces pensionnats autochtones. C'est fini, mais quand même, il reste encore bien des obstacles à surmonter. Pourtant, diriez-vous que le projet a aidé la communauté à retourner ses traditions et à permettre l'acceptation des différences? On m'a toujours enseigné de ne pas juger les croyances des autres, et c'est ce que je dis à mes enfants aussi. Comme mon enfant s'intéresse au tambour, j'ai un petit garçon et je l'encourage. Je lui ai acheté un tambour, mais je vais à l'église et il me voit, mais il aime quand même jouer du tambour. Et je lui dis, vas-y, ne te gêne pas. Alors, vu votre succès, quel serait votre message à laisser aux autres jeunes dans le pays qui aimeraient faire une différence, mais qui craignent de ne pas pouvoir y arriver? Est-ce qu'il y a un message à partager d'après vous? J'allais rajouter que dans notre communauté, nous avons nos addictions, mais on s'en est sorti sans drogue depuis quelques années maintenant et c'est à cause du style de vie d'avant, je pense. Mais si vous croyez, quand on croit en soi, on peut faire n'importe quoi. C'est ça que j'ai appris. Peu importe les horreurs de mon passé, c'est fini et maintenant je crois en moi. Ce que j'ai dit avant, c'est que quand on croit vraiment en quelque chose, il faut y aller, il faut s'essayer, regarder ce que ça a donné. On a même accueilli un membre de la famille royale dans notre réserve. Alors, il n'y a pas de limite. Il faut croire en soi. Il faut travailler là-dessus. Et il n'y a rien de mal à rigoler aussi. Le rire aide beaucoup. Ça n'aurait pu être possible sans l'aide de la Fondation Michael Jean. Alors, merci.